Alors, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live IMT pour l'industrie du futur, le premier de cette nouvelle année et j'en profite également, comme il est encore temps de le faire, pour vous souhaiter une très belle année 2025. Je me présente, je suis Martine Assar, je suis responsable de l'Observatoire des métiers à la direction générale de l'IMT et je coordonne ce projet inter-école qui rassemble depuis 3 ans et tous les mois des étudiants de nos différents campus pour explorer divers sujets industriels alliant technologie, organisation et management. Ce soir, nous allons donc nous intéresser au plan France 2030, car 3 ans après son lancement, eh bien, c'est l'occasion de faire un petit point étape avec nos deux invités pour savoir si cela a permis d'accélérer la réindustrialisation et l'innovation en France et quels défis rencontrent les entreprises pour concrétiser ces ambitions. Alors, dans un contexte, vous l'avez noté marqué par de fortes tensions économiques, des défis industriels importants et une concurrence internationale accrue. Nos deux invités nous partageront leur perception, celle de leurs entreprises adhérentes quant à l'impact de ce plan pour mesurer son efficacité, identifier également les obstacles qu'elles peuvent rencontrer et adapter aussi peut-être les stratégies afin de renforcer la souveraineté et la compétitivité industrielle du pays, puisque c'est son objectif. Alors, avec moi ce soir, donc deux étudiants qui vont se présenter tout de suite. Emma, je te laisse commencer. Donc, bonsoir à tous, je suis Emma, je suis étudiante à IMT Atlantique en troisième année. Je fais la spécialité nucléaire, mais je suis aussi actuellement en double diplôme à Londres avec une coloration énergie Ah, soutenable. Voilà. Merci bonsoir, Emma. bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et on passe la parole tout de suite à Maxime. Bonsoir à tous, merci d'être là. Je m'appelle Maxime, je suis en deuxième année d'école d'ingénieur en spécialité énergie et environnement à l'IMT Nord-Europe sur le campus de Douai. Merci Maxime. Alors avant de démarrer nos échanges, je voulais aussi inviter ceux qui nous suivent à poser leurs questions dans l'espace dédié donc au bas de la barre de tâches avec un petit espace dédié questions-réponses. N'hésitez pas, dès lors que les interventions vont démarrer, à poser au fur et à mesure vos questions. Voilà, je te laisse la parole, Maxime, tout de suite. Mais j'ai juste oublié quand même avant de présenter également nos deux invités. Ben voilà, c'est la reprise du mois de janvier. On a avec nous ce soir donc Jean-Philippe Thierry qui est donc directeur innovation et industrie du futur à France Industrie. Et nous avons également avec nous Alfadio Oloric Togbe qui est donc président du collectif des startups industrielles de France, mais qui a d'autres casquettes également comme celle d'entrepreneur. Mais il nous en dira un petit peu plus quand il sera interrogé par Emma tout à l'heure. Mais là, c'est bien à toi, Maxime. Merci beaucoup Martine. Vous êtes notre premier invité, Monsieur Thierry. Donc vous avez aussi une certaine expérience de l'industrie. Vous avez travaillé chez Thales, chez Dassault également. Et aujourd'hui, vous êtes directeur innovation et industrie du futur chez France Industrie. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus en détail, vous ainsi que votre organisation, s'il vous plaît? Avec plaisir. Bonjour à tous et merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'intervenir sur un sujet que je connais assez bien. Donc désolé d'avance si je dis des choses que vous savez déjà, mais je pars du principe que euh, il faut aussi parfois repartir de certains basiques, certains fondamentaux. Alors, donc effectivement, Jean-Philippe Thierry, je suis directeur innovation industrie du futur chez France Industrie, une organisation que j'ai rejoint il y a 5 ans maintenant, après 10 ans dans l'industrie de défense. Et donc France Industrie, c'est l'organisation qui représente l'industrie en France.
On est une association. Donc, il y a des adhérents. Nos adhérents, ce sont 53 grandes entreprises privées et publiques industrielles dans tous les secteurs. La chimie, l'agroalimentaire, la santé, l'automobile, l'aéronautique, la construction, etc., etc. Et 30 fédérations sectorielles de l'industrie, puisque chaque filière dispose d'une organisation pour représenter ses intérêts propres. Et France Industrie est un peu la holding, si vous voulez. Tout ce monde-là est réuni au sein d'une seule et même organisation pour n'avoir qu'une seule et même voix lorsque on échange avec les pouvoirs publics, puisque c'est notre mission. Notre mission, c'est de valoriser le rôle de l'industrie pour notre économie et de promouvoir et de défendre toute initiative qui favorise le développement de l'industrie en France. Bon, c'est un peu des grandes phrases, mais concrètement, notre métier, en fait, c'est de porter des positions communes auprès des décideurs publics, des pouvoirs publics, que ce soit les administrations centrales, le gouvernement, les cabinets ministériels, la représentation parlementaire en France, mais aussi au niveau européen, puisqu'on a un bureau à Bruxelles pour nos différentes actions auprès de la Commission et du Parlement. Et les sujets sur lesquels on se mobilise, en fait, c'est les sujets qui sont communs à toutes les filières industrielles. Donc, c'est les sujets de compétitivité, d'emploi, de compétences, de sécurité d'approvisionnement, de transition écologique, d'innovation, de numérique, d'attractivité des territoires, de politique industrielle européenne, etc. Voilà, des grands sujets qui sont partagés entre toutes les filières. Et je terminerai sur ce petit mot de présentation pour dire que on travaille en étroite collaboration avec l'État puisque France Industrie, enfin, notre président, en l'occurrence, qui s'appelle Alexandre Sobo, qui est un dirigeant d'entreprise industrielle, en l'occurrence du groupe Olot, et directeur général du groupe Olot, et Patrice Caine, notre vice-président, c'est le PDG de Thales. Alexandre Sobo, donc notre président, est aussi vice-président du Conseil national de l'industrie. Donc, c'est une instance qui réunit à la fois la représentation de l'État, les administrations, mais aussi les partenaires sociaux, donc les syndicats, et les entreprises industrielles. Donc, on pilote, on copilote avec l'État ce Conseil national de l'industrie qui est un lieu où de grandes décisions sont prises sur la politique industrielle française. Merci, merci beaucoup. Donc, vous l'avez dit, une étroite coopération avec l'État. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, où en est le plan France 2030? Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous présenter ce qu'est le plan France 2030? Alors, oui, avec plaisir. J'imaginais en fait sur ce propos revenir sur l'historique, en fait, d'où on vient, comment on en est arrivé à ce plan France 2030. En réalité, ce plan, il a des racines qui ont en gros une grosse dizaine d'années, puisque en fait, c'est la continuité de plusieurs programmes d'investissement d'avenir. En fait, le premier programme d'investissement d'avenir, c'est 2010, pour 35 milliards d'euros. Et en fait, il a fait suite à un rapport qui était le rapport Juppé-Rocard, qui s'intitulait Investir pour l'avenir en 2009 et qui déjà ciblait des priorités, des priorités d'investissement qui visaient à renforcer la compétitivité de la France et de préparer le pays aux défis futurs en investissant dans des domaines stratégiques. Donc, plusieurs domaines avaient déjà été identifiés à ce moment-là. C'était l'enseignement supérieur, les PME innovantes, les sciences du vivant, les énergies décarbonées, la mobilité du futur et la société numérique notamment. Vous voyez, 2010, un programme d'investissement. Il y en a une autre en 2014 pour 12 milliards. 2017, un troisième pour 10 milliards. 2020, un pays à 4, ce qu'on appelle le programme d'investissement d'avenir numéro 4 pour 20 milliards d'euros. Donc ça, c'était 2020, Covid. Et en fait, à ce moment-là, politique de réindustrialisation à fond la caisse, si vous me permettez l'expression. Et en fait, à ce moment-là, 2020, et l'année qui a suivi, en fait, France 2030 a été lancée. Mais en fait, France 2030, c'est une sorte de cinquième programme d'investissement d'avenir. Donc, il y a vraiment déjà un historique.
Donc 2021, 34 milliards d'euros sont annoncés, auxquels on récupère les 20 milliards du PIA 4. Donc, ce qui fait en tout 54 milliards. Donc aujourd'hui, France 2030, c'est un programme d'investissement d'avenir doté de 54 milliards d'euros et qui doit être déployé sur 5 ans. Euh, Comment on l'a construit, France 2030? Bah, un peu dans la même logique que le premier programme hein, de 2009-2010. On a réuni des experts, on a produit un rapport. Ce rapport avait été, enfin, porte le nom du rapport Potier, du nom de Benoît Potier, en fait, le PDG d'alors de Air Liquide. Et le rapport s'appelle Faire de la France une économie de rupture technologique. Et l'idée, c'était vraiment d'identifier les marchés émergents sur lesquels positionner la France. Autrement dit, l'exercice a consisté à identifier nos forces, nos faiblesses et se dire là où on a des forces, enfin, sur quel marché, sur quelle technologie on est encore en mesure d'être compétitif au niveau mondial. Donc, il y a un collège d'experts qui avait été mandaté. Ils ont fini par sortir une liste de 22 marchés clés, dont 10 prioritaires. Et je vous propose de vous mettre brièvement sous les yeux cette liste initiale. Tac, tac, tac. Voilà, ça donnait ça. Ça, c'est la première liste qui est extraite du rapport Potier. 10 marchés clés et... pardon, là, j'imagine que vous ne voyez pas très bien. Tac, voilà, ça donnait ça. On parle d'agriculture, d'alimentation durable, de biocontrôle, de santé digitale, etc., etc. Donc ça, c'est la base en fait, et ça constitué. C'est sur ça que c'est construit la thèse d'investissement de France 2030. Et la thèse d'investissement, aujourd'hui, elle est fortement inspirée de ce qui a été publié à cette époque-là. Donc, c'est l'agriculture, la santé, l'hydrogène, les nouveaux matériaux, le quantique, la cybersécurité, les carburants durables, les batteries, la microélectronique et bien d'autres. Et ce qu'on vise en France 2030, c'est en fait de rattraper le retard industriel français et d'investir massivement dans ces technologies innovantes et aussi, bien sûr, de soutenir la transition écologique. Donc, il y avait deux axes majeurs dans cette thèse d'investissement. C'était de consacrer 50% des dépenses, 50% des 54 milliards d'euros à la décarbonation de notre économie et 50% à des acteurs émergents innovants, autrement dit des startups. On y reviendra. C'est un plan qui est piloté par un secrétariat général qui est rattaché à Matignon, donc au Premier ministre, qui s'appelle le Secrétariat général pour l'investissement. Et ce SGPI, en fait, lui, c'est un peu le chef d'orchestre, le grand coordonnateur, et qui s'appuie sur des opérateurs comme BPI France, l'ADEME, la Banque des Territoires, l'Agence nationale de la recherche ou encore le Centre national d'études spatiales. Et ça, ce sont les opérateurs qui sont aux commandes, en fait, concrètement, de façon très opérationnelle. Ce sont ces opérateurs qui vont piloter les appels à projets, qui vont être chargés de l'administration des dispositifs, de l'instruction des dossiers, etc. Et comment ils interviennent? Bah, tout simplement en octroyant des prêts, des subventions, ou alors en finançant les entreprises en fonds propres et donc en capital. Il y a une gouvernance derrière tout ça qui est assez pléthorique en réalité, puisque, alors désolé pour la liste, hein, mais on a un comité de suivi qui est présidé par le Premier ministre, on a un conseil interministériel de l'innovation qui est présidé aussi par le Premier ministre, on a un conseil de surveillance des investissements d'avenir qui est aujourd'hui présidé par Éric Labaille, l'ancien directeur général de l'École polytechnique et qui est aussi composé de personnalités qualifiées parmi lesquelles vous retrouvez des représentants de l'industrie. Il y a un comité exécutif présidé par le SGPI et des comités de pilotage ministériel opérationnel. Donc, vous voyez, ça fait quand même beaucoup d'instances. C'est pour ça que je parle d'une gouvernance pléthorique.
Et comme je le disais, donc le plan, hein, le programme d'investissement d'avenir qui s'appelle France 2030 a une architecture autour de 10 objectifs, 6 leviers. Et important de le mentionner aussi, il a un volet régionalisé. Donc concrètement, c'est une enveloppe qui est confiée aux régions pour financer leurs propres objectifs. Mais une enveloppe qui est en réalité, et ça on peut le regretter peut-être, qui est assez modeste. Parce que sur les 54 milliards d'euros, cette enveloppe, ce volet France 2030 régionalisé, en fait, ne vise que 0,5, donc 500 millions, enfin, 0,5 milliards d'euros, donc 500 millions d'euros, qui est abondé par les régions elles-mêmes. Donc en gros, quand l'État met 1 euro, les régions elles-mêmes vont abonder de l'ordre de 1 euro ou 2 euros. Donc en fait, il y a un effet de levier, mais la poche qui est réservée n'est entre guillemets que de 500 millions d'euros. Voilà pour les grandes lignes de France 2030. C'est parfait, merci beaucoup. On y voit un peu plus clair. Maintenant, je pense que la question qu'on peut se poser naturellement, c'est voilà, c'est France 2030, ça a commencé peu après le Covid. Est-ce que déjà on a des constats, des tendances qui se dégagent? Euh, voilà, vous l'avez dit, vous êtes au contact des entreprises. Qu'est-ce que vous avez relevé au cours de ces dernières années? Moi, je pense qu'il y a deux façons en fait de porter un regard aujourd'hui sur le plan. C'est à la fois le fond et la forme. Alors sur le fond, euh, donc là c'est plutôt la thèse d'investissement et je vais repartager mon écran si vous me permettez. Tac tac tac. Est-ce que vous voyez? Vous voyez bien mon écran? Donc, je rappelle hein, les 10 objectifs et 6 leviers de France 2030. Vous les avez sous les yeux, je vais pas revenir dessus. Et là, vous avez un détail chiffré. Donc, vous avez une idée en fait des montants qui sont alloués aux différentes cibles d'investissement dans le cadre de France 2030. Et pareil, j'y reviendrai. Ça, c'est une source publique, hein. Bon, ce format-là, je l'ai repris d'une présentation du SGPI, mais si vous avez la curiosité de vous plonger dans ce qu'on appelle les jaunes budgétaires, qui sont les annexes au projet de loi de finances, en l'occurrence les derniers qui ont été communiqués, et il y a tout un tas de détails sur le plan, et c'est très intéressant, un peu technique, mais très intéressant. Et j'ai récupéré les données notamment de ce qu'on appelle ce jaune budgétaire. Donc, sur le fond, l'avis de l'industrie il est plutôt positif. Et ce qui montre que le plan, et quand je dis qu'il est positif, c'est-à-dire que moi, régulièrement, je consulte nos adhérents, à la fois des entreprises, mais aussi des fédérations, puisqu'on voit régulièrement Bruno Bonnel, les équipes, et on leur remonte en fait ce qui se passe sur le terrain. Et globalement, vraiment, l'avis de l'industrie est plutôt positif. Et à mon avis, c'est la démonstration que le plan a été bien conçu dans ses cibles d'investissement. Et quand je parle de cibles d'investissement, je reviens sur ces technologies et ces marchés visés. Et si l'avis de l'industrie est plutôt positif, c'est aussi parce que les entreprises industrielles sont représentées dans les différents niveaux de gouvernance. Et en fait, ce qui nous permet nous-mêmes d'être acteurs dans le déploiement du plan. Parce que ce n'est pas un plan qui est figé, cette gouvernance pléthorique dont je parlais, en fait, elle a au moins un avantage, c'est de pouvoir ajuster au fil des mois, au fil du déploiement du plan, euh, son contenu. Et ça, je pense que c'est vraiment une de ses forces. Et l'industrie est bien écoutée, et on a été en mesure jusqu'à maintenant de faire des ajustements. Donc sur le fond, un avis très positif. Sur la forme maintenant, quand on consulte les entreprises industrielles, on a toujours des remarques négatives. Ça, faut pas le nier. À la fois sur la lourdeur administrative que représente la réponse à un appel à projet, le coût aussi de constitution des dossiers, particulièrement pour les PME. Et on nous remonte aussi un manque de visibilité sur les processus de décision, notamment en cas de rejet. Donc les entreprises, quand elles postulent et que en fait, leur dossier est rejeté, généralement, elles ne savent pas trop comment la décision s'est faite.
Et donc ça, c'est un manque de visibilité qui nous est remonté de façon assez régulière. Et aussi, on sent des attentes vis-à-vis d'un un meilleur interfaçage avec les opérateurs. Donc les BPI France, ADEME, ANR, etc. Et notamment sur la disponibilité des interlocuteurs, leur réactivité, mais aussi sur des aspects d'expertise des entreprises. Certaines entreprises nous indiquent que parfois, elles ont des interlocuteurs qui sont un peu trop généralistes et que lorsque on gratte un peu sur le dossier, eh ben, il faut assez rapidement arriver sur un niveau de connaissance que ne disposent pas nécessairement leurs interlocuteurs. Donc ça, c'est des avis globaux. Maintenant, sur les bénéfices. Clairement, c'est un peu tôt pour en parler, hein. Parce que même si le plan a 3 ans maintenant, en réalité, tout l'argent n'a pas été engagé et tout l'argent n'a pas été décaissé. Parce qu'il faut bien différencier l'argent engagé de l'argent décaissé. On en est où aujourd'hui? L'argent engagé, c'est 70% de l'enveloppe globale. Donc en gros, 37 milliards 5 sur l'argent. En gros, engagé, c'est un volume de lauréats. En fait, l'État a déjà décidé qu'ils allaient mettre de l'argent dans ces projets-là, mais le décaissement se fait progressivement en fonction de l'avancée des projets. Aujourd'hui, sur le décaissement, donc l'argent qui a été réellement versé sur les comptes des entreprises, on est à 12 milliards. Et 12 milliards, c'est 22% de l'enveloppe globale, donc un cinquième. Donc, quand on sait qu'un cinquième seulement de l'argent a véritablement été versé, on peut difficilement attendre des effets. Les effets seront dans l'avenir. Il faut s'attendre à des effets vraiment sur l'avenir. Et le SGPI a estimé, donc on sera en mesure de regarder ce que le SGPI projetait et ce qui se passera réellement en 2030, parce que leur horizon c'est 2030, et ils nous disent, bah, nous on pense que France 2030, ça va augmenter le PIB entre 40 et 80 milliards d'euros. Ça va augmenter la valeur ajoutée de la France entre 14 et 25 milliards d'euros. Ça va augmenter la part de l'industrie dans le PIB de 0,5 points. C'est quand même assez faible, hein. 54 milliards d'euros. Bon, tout ne va pas à l'industrie, mais 0,5 points de PIB pour l'industrie supplémentaire, ce qui est assez peu. Ils estiment aussi qu'on va redresser le solde commercial de la France entre 14 et 30 milliards d'euros et que ça créerait, en termes de création nette d'emplois, alors la fourchette est hyper large, ils nous disent entre 288 000 et 600 000. Vraiment, donc voilà, c'est ce qu'eux nous disent, c'est leurs estimations. Maintenant, si on regarde un peu plus dans le détail des financements, et je finirai là-dessus sur cette question, et à nouveau, je cite le jaune budgétaire que je suis allé regarder pour préparer. Il y a un petit décalage parce que certains chiffres du jaune budgétaire remontent à 2023, mais en gros, si on regarde un peu dans le détail des financements, 38% des financements globaux dédiés aux entreprises ont été alloués aux acteurs émergents. Je vous rappelle que l'objectif, c'était de 50%. Donc en gros, on est à 40 sur 50%. Et sur les objectifs liés à la décarbonation, l'État nous avait dit aussi un objectif de 50% et les aides engagées, on est à 45%. Bon, finalement, l'objectif est pas enfin, ces deux objectifs ne sont pas totalement atteints, mais c'est quand même pas si mal. C'est pas si mal. Alpha Dio peut-être que réagira à ça. Mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur bah, quel avis l'industrie porte sur l'ensemble de l'industrie, hein, porte sur ce plan et quel bénéfice ou quel effet on pouvait en attendre. C'est parfait. Merci beaucoup, monsieur Thierry. Merci pour votre intervention. Malheureusement, on est arrivé du coup à la fin du temps qui nous est accordé. Emma, je te laisse la parole pour qu'on puisse passer à notre... Ouais, Juste sur un point, et je vous laisse la parole. J'ai une information récente parce qu'en fait, euh, 2030, c'est demain. Même 2027, parce que le France 2030 est censé, enfin, tous les engagements sont censés être réalisés en 2027. Donc il faut déjà anticiper la suite. Imaginer un France 2040 ou un France 2050. L'État a confié à l'Académie des technologies la charge d'imaginer ce que pourraient être les nouvelles technologies, le nouveau marché clé, qui constituerait la thèse d'investissement du prochain
du prochain plan. Et en fait, les académiciens ont estimé que 80% pardon, des technologies qui avaient été identifiées pour France 2030 devaient être renouvelées et qu'on identifierait 20% de nouvelles technologies. Donc ça veut dire que 80%, le programme France 2030 a quand même plutôt bien été conçu. Voilà, je termine là-dessus. Parfait, merci. Donc, Emma, je te laisse la parole. Merci Maxime, merci Thierry pour votre intervention. Alors, donc on va passer à notre deuxième invité. Bonsoir Alfadio, merci de vous joindre à nous ce soir. Bonsoir à Et tous. donc, pour commencer, très simplement, est-ce que vous pourriez vous présenter, vous, avec l'ensemble de vos casquettes, ainsi que votre organisation? Oui, bien sûr. Et donc, je suis Alpha Diolori et je suis président, j'interviens ce soir en tout cas en tant que président du collectif des startups industrielles de France, qui est une organisation qui a bientôt 4 ans maintenant et qui a connu un certain nombre d'évolutions, mais dont la mission, de manière générale, est de porter assistance aux acteurs émergents dont parlait Jean-Philippe tout à l'heure avec un focus particulier parmi ces nouvelles entreprises sur celles qui s'occupent d'innovation industrielle et donc qu'on appelle depuis quelque temps maintenant start-up industrielle. Voilà, indépendamment de ça, j'ai le bonheur d'être également président moi-même d'une start-up industrielle puisque je suis président d'une entreprise, cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Impeccable et dont le métier est à grand renfort de robotique et de vision et de technologie extrêmement moderne, de remplacer la machine à laver par un service appuyé sur une production industrielle, qui est un petit peu l'équivalent de ce que fait Elis. Le nom vous parlera peut-être dans le secteur du B2B, mais pour le monde des particuliers et baqué sur un outil de logistique e-commerce qui appartient au groupe La Poste. Voilà. Merci beaucoup pour cette petite introduction. Donc, on a eu juste avant une explication très claire sur le plan France 2030 qui met à disposition 54 milliards pour en partie soutenir l'innovation à travers des subventions et des appels à projets. Et donc, on voudrait savoir quelle est votre perception quant à l'engagement des entreprises membres de votre collectif pour obtenir ces financements, pour décrocher ces appels à projets. Alors, d'abord, merci de m'avoir invité ce soir et c'est l'occasion effectivement de partager la vision qu'ont les startups industrielles. Alors, je vais être encore plus précis dans ma description parce que beaucoup, nous, de nos adhérents sont plutôt des entreprises qui sont en phase d'amorçage. Et donc, on ne parle pas ou en tout cas assez peu des startups qui ont déjà fait des grosses levées de fonds, des tours de plusieurs dizaines de millions d'euros, quand ce n'est pas des centaines de millions d'euros, mais plutôt de ceux qui se préparent à être un jour des stars de l'écosystème. En tout cas, on l'espère, et avec des entrepreneurs qui se battent pour ça. Et les dispositifs d'aide publique dont on parle, ce n'est pas de la charité. Ils ont pour vocation d'aider la France à maintenir sa place dans le monde et d'éviter que nous soyons demain dépendants de technologies critiques. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine du digital, la quasi-totalité des technologies critiques nous ont échappé, simplement parce qu'à l'époque, on n'a pas eu la vigilance que nous essayons d'avoir aujourd'hui avec des plans comme le plan France 2030, et en essayant, puisqu'on est une terre d'innovation et qu'on est reconnu pour ça, en essayant de mettre à l'abri quelque part, de les nurturer, hein, de les nourrir, de les amener à se développer, et puis ensuite de les mettre à l'abri de la prédation d'un côté, mais également de leur permettre d'exister dans un environnement concurrentiel où on voit que quand même, quoi qu'on en dise assez souvent, il y a un espèce de winner takes all, hein, comme on le dit au poker, et où finalement, c'est le plus gros qui rafle tout. Une boîte comme Amazon, elle a mis 20 ans à se construire, mais aujourd'hui, elle n'a plus d'opposition. Une boîte comme Google, des boîtes comme Meta, on voit qu'il y a des géants se constituent. Et la particularité dans le domaine industriel, c'est qu'on voit que la même concentration de puissance est en train de s'opérer. Des boîtes, alors ça peut paraître un petit peu, c'est toujours les mêmes noms qu'on cite, mais la réalité, elle est là, qu'aujourd'hui, des boîtes comme Tesla ou comme SpaceX sont en train de laisser très peu de place à leur concurrence parce qu'ils accumulent une puissance que jamais dans l'industrie, une entreprise n'avait accumulée en si peu de temps.
Donc, la raison pour laquelle l'État a raison de se préoccuper de l'innovation, du financement de l'innovation et de comment faire pour essayer de conserver notre indépendance et notre souveraineté dans un certain nombre de domaines. Et on ne sait pas lesquels, hein. C'est-à-dire que des sujets, la voiture électrique, il y a 10 ans ou 15 ans, ça aurait semblé être une anecdote. Aujourd'hui, c'est le cœur d'une bataille. Les lanceurs réutilisables, il y a encore 10 ans, tout le monde, ça faisait sourire tout le monde. Aujourd'hui, c'est clairement le cœur d'une bataille. Donc, on ne sait pas d'où viendra le prochain coup. Et peut-être qu'aujourd'hui, une petite start-up de 3 personnes qui se bat au fond de la Vendée pour faire exister quelque chose qui fait sourire tout le monde sera tout simplement demain à l'origine d'un marché mondial sur les outils sur lesquels elle travaille. Donc, ça, c'est le premier point de l'utilité fondamentale de ces dispositifs pour nous en tant qu'acteurs émergents. Maintenant, il y a effectivement, et Jean-Philippe l'a un petit peu anticipé dans sa réponse tout à l'heure, il y a effectivement une vraie frustration pour les startups industrielles qui est liée à une double incompréhension. D'abord, une incompréhension de ces startups du modèle de financement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de ces entreprises se présentent devant les guichets avec des dossiers qui n'ont rien à voir avec le guichet auquel elles se présentent. Et ensuite, beaucoup de ces entreprises négligent dans leur phase de construction que les sujets de marché, les sujets d'industrialisation sont aussi critiques que les sujets d'innovation. Et donc, elles arrivent très souvent en bout de course, relativement incomplètes. Et quand elles font appel à des aides publiques et quand elles font appel à différents dispositifs privés ou publics, d'une manière générale, elles n'ont pas un profil qui leur permet de prétendre à ces dispositifs. Donc, vous voyez, la responsabilité, elle n'est pas on est uniquement, c'est un peu de tort partagé, elle n'est pas uniquement dans le camp des acteurs publics ou privés qui seraient des mauvais financeurs de l'innovation. L'innovation que nous avons, la façon dont nous conduisons les innovations chez nous aussi, n'est pas suffisamment robuste sur les aspects essentiels que sont l'accès au marché de l'innovation et le développement industriel de l'innovation. Maintenant, pour autant, il y a également du côté des acteurs publics et du côté des financeurs des efforts considérables à faire pour mieux appréhender ces ovnis que sont les entreprises industrielles et, innovantes et pour que l'aide qui leur est apportée ne se retrouve, ne soit pas un tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des dizaines de milliards qui sont engagés dans des programmes d'aide comme France 2030 et alors, Jean-Philippe, il a un chiffre de 38%. Moi, j'ai un chiffre qui est un peu moins élevé puisque c'est de l'ordre de 20% d'après le rapport de la Cour des comptes. Mais effectivement, en fonction des sources qu'on a, on a des chiffres différents. Mais tout le monde est à peu près d'accord sur le principe de dire que l'aide n'atteint pas pleinement la cible qu'elle vise. Et Jean-Philippe l'a également souligné tout à l'heure, une des véritables, la raison est très souvent un sujet d'exécution. L'idée est bonne, mais c'est en exécution et c'est sur l'exécution qui pose problème. Et aujourd'hui, la quantité de travail qui est nécessaire, le volume horaire qui est nécessaire pour compléter un dossier d'aide au regard de la probabilité d'avoir un accord ou un refus. Quand on oppose ce volume d'heures comment dire, à l'équipe d'une startup qui va compter 2, 3, 5, 10 personnes et donc qui ne dispose pas d'un volume d'heures aussi conséquent et qui pourtant peut-être demain porte le futur d'une branche industrielle du pays entre ses mains, on est obligé de se dire qu'il faut qu'on ait une approche plus souple, il faut qu'on ait une approche différente de la façon dont les aides sont conçues et sont distribuées. Évidemment, c'est de l'argent public, on ne peut pas le distribuer comme ça, ouvrir un guichet et commencer à faire des chèques à tous ceux qui se pointent simplement parce que on pense qu'ils sont intelligents et que ce qu'ils proposent est génial. Donc, il faut évidemment que ça soit contrôlé. Mais il y a contrôle et contrôle. Et le fait est que aujourd'hui, comment dire, la théorie du contrôle n'est pas confirmé par la réalité de ce qu'on observe dans les entreprises et on ne parvient pas à faire évoluer notre doctrine de contrôle. Voilà, donc je dis ça, je n'ai pas la solution à vous à donner d'un trait de stylo, mais en revanche, clairement, il y a cette question qui se pose de simplification administrative et si on ne se pose pas cette question, alors tous les grands discours qu'on pourra avoir tous ensemble autour de ces aides resteront, comment dire, continuera à buter sur une efficacité relative et sur le fait que les cibles
sont pas ou sont peu atteintes ou en tout cas insuffisamment atteintes. Un dernier point pour répondre à cette question par rapport au rôle des grands groupes dans l'innovation et à et comment dire et au fait qu'effectivement une partie importante de ces fonds, que ce soit le CIR ou France 2030, sont finalement in fine routés vers des grands groupes. Alors, en tant que nous, start-up innovantes, on n'est pas du tout opposé à ça. On voit bien le rôle que jouent les grands groupes dans la tenue de la position de la France et dans la tenue de la position de notre industrie en général dans le monde. Donc, c'est une excellente chose et c'est des choses qu'il ne faut pas du tout opposer. Mais il est très probable que demain et assez rapidement, il faudra différencier les guichets. On ne peut pas faire un guichet unique et demander à une boîte de 10 personnes de constituer un dossier pour soumissionner à ce guichet et à une boîte de 1000, 2000 ou 3 ou 10 000 personnes de constituer un dossier pour arriver à ce même guichet. D'abord parce que les attentes de ce guichet vont pas être ne devraient pas être les mêmes en fonction de la nature de l'interlocuteur auquel elle s'adresse, et qu'ensuite une boîte de 10 000 personnes a infiniment plus de ressources pour répondre aux 10 000 questions qui sont posées par le guichet qu'une boîte de 10, 50 ou 200 personnes. Donc clairement, demain, il va falloir différencier les guichets et faire en sorte qu'il y ait des procédures accélérées, des procédures plus simples, peut-être pour ceux qui ont des structures plus légères aussi et qui, tout en posant des questions essentielles, ne vont pas être capables de rentrer dans certains niveaux de détail dont parfois on a du mal à voir ce qu'ils apportent, même si logiquement c'est toujours, je veux dire, si on est posé à plat dans un salon, on peut toujours justifier une question et les questions sont toujours bonnes. Sauf que dans la vraie vie, eh ben, elles n'apportent pas grand-chose et que dans la vraie vie, ce qu'on a besoin de savoir, c'est cette entreprise est-elle sur un secteur d'avenir pour le pays? Oui, on l'aide. Non, on l'aide pas. Et terminé. Voilà. Et on évite de faire perdre du temps à tout le monde. Donc, les grands groupes, l'aide qui est apportée aux grands groupes dans le cadre du CIR, dans le cadre de France 2030 et d'autres dispositifs, n'est pas du tout une aide qui est imméritée. Ils participent aussi à l'innovation, mais néanmoins, ce qu'on constate, c'est que l'innovation de rupture, elle est rarement portée par des entreprises, par de vieilles entreprises pour des raisons finalement assez simples de structure, d'organisation, d'administration, de souplesse, qui font que là où une jeune structure de quelques personnes ou quelques dizaines de personnes va pouvoir passer très rapidement à travers les mailles de son organisation pour faire émerger une idée, une grosse structure va avoir plus de contraintes. Donc naturellement, ça prend plus de temps. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, euh, euh, les champions aujourd'hui, qu'ils soient asiatiques ou américains, sont aussi des structures gigantesques de Tesla, SpaceX, c'est des structures qui groupent des dizaines de milliers de personnes. Mais leur organisation de base étant extrêmement agile, ils conservent cette organisation-là en prenant en taille. Et ce qui fait que si on les compare à leurs homologues, on compare Tesla à ses homologues de chez Mercedes, de chez Stellantis, de chez BMW ou d'ailleurs, on voit que ce n'est pas du tout la même structure. Pourtant, c'est le même nombre de gens, mais ce n'est pas du tout la même structure. Donc la jeunesse d'une structure a une influence considérable sur sa façon de concevoir l'innovation de rupture, et il ne faut pas se cacher le fait que au bout du bout, si l'innovation du quotidien est ce qui nous permet de rester devant, ce qui nous permet de prendre une longueur d'avance, c'est l'innovation de rupture. Et c'est donc l'intérêt de tout le monde de soutenir l'innovation de rupture. C'est même une façon finalement pour les entreprises établies de prolonger leur durée de vie au travers des investissements qu'ils pourraient faire dans les startups industrielles et de l'aide qu'ils peuvent apporter aux startups industrielles. Donc voilà, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Il y a une bonne entente à avoir et il y a un partage qui doit se faire au niveau des ressources. Merci Alpha 2. Je vois que la main de Jean-Philippe est levée. Je pense on a aussi répondu à la question quelles seraient vos recommandations pour ajuster ce plan. Donc, tu parles en partie de simplifier les processus administratifs. Mais du coup, je vais peut-être Absolument. laisser la question à Jean-Philippe, si vous préférez. Ouais, c'est un peu pour animer le débat, on l'a dit Oui, bien sûr. avec Alphadio, par ailleurs, mais je suis obligé de répondre à Alphadio parce qu'en fait, moi, je suis en désaccord avec toi sur deux points. Euh, alors, l'aspect startup égale innovation de rupture et c'est moins le cas dans les grandes entreprises.
Alors, vous me savez très défenseur des startups industrielles, mais en fait, cette assertion, elle est malheureusement pas vraie. Et en fait, je m'appuie, j'avais cette conviction-là, hein. Mais je m'appuie sur une étude de la Fabrique de l'Industrie qui a été faite en 2023 et qui s'appelle L'innovation de rupture, terrain de jeu exclusif des startups, point d'interrogation. Et en fait, ils se sont penchés sur la question, est-ce que l'innovation de rupture, on l'a retrouvée plus dans les startups que dans les grands groupes? Et en fait, non, malheureusement, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut privilégier les uns par rapport aux autres, hein. C'est pas du tout ce que je dis, mais en fait, c'est une assertion qui est discutable. Et le deuxième point sur le crédit d'impôt recherche, qui en proportion bénéficie davantage aux grandes entreprises. Je rappelle à nouveau une chose, c'est que le crédit d'impôt recherche, c'est pas un gâteau fermé. Donc en fait, ce qui est bénéficié aux uns n'est pas pris aux autres en fait. C'est à Absolument, mesure des dépenses que vous faites. Donc absolument. si une PME, que ça soit une start-up ou pas, hein, faisait plus de dépenses de R&D, elle bénéficierait mécaniquement plus de CIR en fait. Voilà, c'était juste pour apporter une petite une Non, non, mais mini, une mini non, mais contre-indication. c'est bien, ça nous permet d'échanger sur le jeu. Mais alors, justement, à nous, sur ces deux points, hein, sur le fait que l'innovation de rupture soit presque le quasi-apanage des jeunes structures, euh, une étude, l'étude de la fabrique de l'industrie, je ne la remets absolument pas en cause, mais en revanche, moi, ce que je constate, c'est juste la réalité. Et la réalité de notre quotidien aujourd'hui, c'est que même si on a des entreprises industrielles historiques qui portent des innovations de rupture, le patron de Michelin parlait encore il y a quelques jours de cette technologie de vulcanisation dans des fours électriques que Michelin sera la première à déployer dans le monde. C'est une vraie innovation de rupture et ça va changer certainement des choses. Mais pour autant, on se rend compte de manière générale, dans le quotidien des gens et dans le développement, dans les entreprises, qu'elles soient industrielles ou digitales qui comptent, on compte très peu. Il y a très peu d'anciens qui ont su se transformer pour devenir les nouveaux champions. Aujourd'hui, le digital tel qu'il se présente aujourd'hui, il est dominé par des entreprises qui n'existaient pas il y a 20 ans ou qui existaient ou qui étaient balbutiantes il y a 20 ans. Et l'industrie, les différents secteurs industriels, quand on les regarde les uns après les autres, à chaque fois, on constate la même chose. C'est qu'au bout d'un certain temps, les vieilles entreprises, entre guillemets, finissent par être remplacées par de jeunes qui apportent, comment est-ce qu'on peut appeler ça autrement que de l'innovation de rupture? Donc, in fine, même si les startups industrielles sont pas les seuls à innover, et les grands groupes innovent aussi beaucoup, ce qu'on constate, c'est que quand même, à la fin, ceux qui prennent le haut de l'affiche, ceux qui tiennent le haut du pavé, ça reste encore les jeunes entreprises. Et pour le CIR, je te rejoins à 100%, Jean-Philippe, sur le fait qu'effectivement, le CIR, c'est pas chaque euro de CIR pris par un grand groupe, c'est pas un euro pris à une PME et vice-versa. Donc, il n'y a absolument aucune opposition à avoir. En revanche, il y a un point qui est fondamental, c'est que c'est à nouveau le sujet des guichets. Aujourd'hui, beaucoup de PME, beaucoup de TPE et même parfois certaines ETI renoncent à certains dispositifs pour la simple et bonne raison qu'ils n'ont pas l'énergie à consacrer, l'énergie qu'il faut consacrer à y soumissionner, ils ne l'ont pas. Donc en réalité, alors qu'un grand groupe ne renoncera jamais à un dispositif quel qu'il soit parce qu'il n'a pas l'énergie, il l'a. Donc, au contraire, ils s'organisent pour aller en bénéficier. Donc, quelque part, les grands groupes sont surreprésentés pour la simple et bonne raison que quasiment 100% d'entre eux soumissionnent, alors qu'à côté de ça, les PME, les ETI, les TPE sont sous-représentés parce que trop peu d'entre elles. Et d'ailleurs, la myriade de consultants qui pilulent pour essayer d'inciter comment dire, les PME à soumissionner à des dispositifs CIR et aides diverses montrent bien que finalement, leur activité ne serait pas possible si les entreprises spontanément comment ça s'appelle, soumissionnaient
à ces dossiers. Donc il y a un vrai sujet à nouveau. Le sujet, c'est pas la vision. La vision, elle est bonne. Les dispositifs sont bons. Je crois que le coût de la recherche en France, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est un coût qui est exceptionnellement bas si on le compare à ceux de nos concurrents directs dans l'OCDE. En revanche, l'exécution, c'est l'exécution qui pose problème parce que ceux qui ont les reins pour soumissionner à ces dossiers sont assez souvent la même catégorie d'entreprises. Et ceux qu'on voudrait voir, donc les fameuses entreprises émergentes, qu'on voudrait voir soumissionner à ces dossiers aujourd'hui, eh ben, sont relativement en arrière parce qu'elles n'ont tout simplement pas les ressources. Ouais, c'est clair on a alimenté, et absolument rien contre eux, hein, mais on a alimenté notamment les cabinets de conseil. Tous les cabinets de conseil qui vont aider les entreprises à déposer des dossiers, notamment auprès d'entreprises type PME qui ont moins les ressources Ça. internes, financières, humaines pour candidater. Ça, c'est une réalité. Après, c'est une réalité économique, hein, donc c'est euh, c'est un fait. Je le prends comme un fait et je ne porte pas de jugement. Après, pour revenir sur le truc innovation de rupture, grand groupe, start-up. En fait, il y a une donnée qui peut mettre tout le monde d'accord. C'est qu'en réalité, c'est ni les start-up ni les grands groupes. La réalité, c'est qu'en fait, ce qui ressort de cette étude de la Fabrique de l'industrie, donc ils ont regardé comment se positionnait la France vis-à-vis des autres pays du monde sur bah, justement les technologies qui avaient été identifiées dans le rapport Potier. Et en fait, ce qui ressort, c'est que nos entreprises, à nouveau, pardonnez-moi l'expression, mais sont nos entreprises françaises, grandes entreprises comme start-up, sont complètement à la ramasse dans la compétition. Et en fait, les seuls qui arrivent à maintenir un peu le rang, c'est la recherche publique. Ce qui me fait dire que, en fait, bon, déjà, ça met un peu tout le monde d'accord. C'est plutôt la recherche publique qui arrive à maintenir le rang de la France dans la compétition mondiale. Je précise que l'indicateur retenu, c'était uniquement les brevets. Donc, il y a d'autres indicateurs, hein. L'étude se base uniquement sur les brevets, les dépôts de brevets. Mais je pense que ça fait partie des conclusions qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que on a vraiment besoin de rapprocher les entreprises de la recherche publique. Si on Non, veut dépasser l'objectif des 3% de Lisbonne de dépenses en R&D, on n'y est pas, on est à 2,1 je crois, enfin on oscille autour de 2%. En fait, ça sera en rapprochant et en renforçant les collaborations entre la recherche publique et les entreprises privées, ce qu'on appelle la recherche partenariale ou la recherche collaborative. Et ça, en fait, c'est un vrai levier qui est un peu en souffrance en France. Et c'est une des voies pour revenir. Alors, France 2030, c'est une voie, mais une autre voie, c'est de rapprocher le public du privé. ouais, non, tout à fait. Je suis tout à fait aligné là-dessus. Et je vois notamment les efforts que font certaines universités. Je pense à l'université de Cergy-Pontoise avec CYU Transfert et d'autres universités qui ont des dispositifs similaires. Mais juste pour revenir sur le sujet de ce classement basé, par exemple, sur l'indicateur du nombre de brevets, et pour dire que vraiment, c'est vraiment un sujet d'angle de vue finalement sur la question, parce que si on prend l'exemple on reprend l'exemple de Tesla, en matière de brevets, l'entreprise a rendu public la totalité de ses brevets. Et aujourd'hui, beaucoup de géants beaucoup comment ça s'appelle, c'est un monde dans lequel la compétition, et surtout en matière d'innovation industrielle, la compétition, elle est telle que de moins en moins d'entreprises déposent des brevets pour la simple et bonne raison que poser un brevet est la meilleure façon de donner à vos adversaires une indication de jeu sur la façon dont vous avez conçu votre produit, donc de leur donner des billes vous rattraper. Donc, c'est un indicateur, effectivement, tu as raison, Jean-Philippe, hein, c'est un indicateur. Il y a d'autres indicateurs et moi, je suis absolument pour l'idée de rapprocher la recherche publique des entreprises privées parce que ça ferait gagner beaucoup de temps à beaucoup de monde. Mais vraiment, mon propos, si on revient sur les aspects de France 2030, c'est que tout ça ne fonctionnera que dans la mesure où nous parviendrons à une simplification administrative
ou des guichets séparés qui font que si on veut absolument maintenir un certain nombre de critères et d'exigences vis-à-vis des grosses structures qui ont les moyens, il faut impérativement alléger ces dispositifs et ces guichets vis-à-vis des plus petites entreprises que sont les startups industrielles. Je prends une question de l'espace Oui, question sur l'industrie du j'allais futur. juste. Comment le plan France 2030 favorise-t-il l'innovation technologique et la transformation vers l'industrie du futur? Je vais répondre à la deuxième partie de la question, parce que je pense que la première partie, on y a déjà répondu. La transformation. En gros, euh, c'est pas très bien. Enfin, France 2030, à mon goût, ne traite pas assez le sujet de la transformation de l'industrie. Donc en gros, transformation égale modernisation, automatisation. Pour ce qui est du 3.0 et le 4.0, c'est l'IoT, c'est l'IA, etc. Euh, France 2030 ne couvre pas la demande, elle couvre uniquement l'offre. Donc l'offre, en fait, c'est les offreurs de solutions, ceux qui vont fabriquer des machines intelligentes, par exemple, pour les vendre à des entreprises qui en ont besoin. Et donc ça, c'est de la demande. France 2030 couvre l'offre pour inciter les offreurs de solutions à produire des nouvelles machines intelligentes en investissant justement dans l'innovation, dans la recherche et l'innovation pour fournir une nouvelle offre. La demande, maintenant, on a un tissu industriel qui est de façon inquiétante en retard sur sa modernisation, sa transformation numérique. Quand vous regardez le taux de robotisation des entreprises françaises, en gros, on est à moins de 200 robots pour 10 000 employés, là où les Coréens sont à plus de 1000. On est derrière l'Allemagne, on est derrière la Suisse, on est derrière la Belgique, on est derrière l'Italie, on est derrière les USA, on est derrière tout le monde et de façon assez éloignée. Donc, ne serait-ce que sur la brique de base hein, de la modernisation 3.0, robotisation, on est déjà en retard. Et ça, c'est le socle indispensable en fait pour aller vers le 4.0. Parce que si vous avez pas de données, si vous n'avez pas fait des investissements en robotique, en automatisation, c'est de ça qu'est générée la donnée. Et la donnée, c'est le 4.0 en fait. C'est l'IA, c'est le cloud, etc. On est en retard. La dernière mobilisation en termes de politique publique pour soutenir la demande, c'était 2020 avec le plan de relance. On avait eu un guichet qui, en gros, prenait en charge la facture à hauteur de 30% d'un investissement d'une entreprise qui, par exemple, une entreprise investissant dans une nouvelle machine intelligente, elle pouvait montrer la facture à Bercy, à l'ASP, et c'était plafonné, mais l'État prenait en charge 30%. Et, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et on a un sous-investissement chronique. Moi, je pense, mais j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises à l'État, c'est que France 2030 devrait, à mon avis, continuer à soutenir la demande. Donc voilà, je réponds à la question, l'offre est couverte et pas la demande. Et peut-être, si je réponds à la question suivante, dans ce cas-là, qui est le secteur comment dire, industriel qui bénéficie le plus du plan. Alors, il y avait un certain nombre de secteurs qui avaient été définis, énergie, transport, etc., qui avaient été définis par le LGPI dans le cadre de ce plan France 2030. Et de manière générale, c'est dans ces secteurs-là que les comment ça s'appelle, c'est de ces secteurs-là que les dossiers proviennent. Mais à nouveau, il y a une dichotomie entre grands acteurs historiques de ces secteurs et nouvelles entreprises. Et effectivement, le plan d'assurer une dynamique équitable pour l'ensemble du tissu industriel, c'est une vraie question qui se pose et à laquelle, comme on le disait tout à l'heure avec Jean-Philippe, il va falloir répondre de manière urgente. J'ai affiché ça, c'est la répartition, c'est une forme de réponse à la question, hein. En fait, vous voyez en fait quelles sont les industries qui sont
ciblés en fait en montant plus ou moins élevé. Et vous avez le détail sous les yeux. Mais alors, évidemment, il y a une différence entre ce qui est ciblé et ce qui est effectivement touché. Et je vois que la question du spectateur suivant, elle rejoint un petit peu ce que je disais en tout début de mon intervention. Il faut. Le sujet est effectivement, on pose la question de savoir qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour pouvoir mieux cibler les aides, mais le sujet se pose aussi de savoir comment est-ce que les entreprises et les startups en particulier peuvent arriver dans une position plus avantageuse pour pouvoir obtenir ces aides, puisqu'à nouveau, on ne met pas en opposition les sommes qui sont perçues par les grands groupes ou par les plus petites entreprises. Simplement, ce qu'on dit, c'est que les grands groupes, clairement, sont organisés et sont bien pilotés pour aller chercher ces aides, et que clairement, les petites et moyennes entreprises le sont beaucoup moins. Donc, il y a un effort de simplification à faire du côté de l'administration, mais aussi un effort d'organisation et de préparation à faire du côté des PME, et donc notamment cibler les bons dispositifs, être mieux préparé, se faire accompagner. Alors, quand on dit se faire accompagner, c'est pas nécessairement par des clients, par des consultants qui font des dossiers au kilomètre, mais c'est une démarche générale d'accompagnement qui veut que aujourd'hui, dans l'état-major d'une startup du digital, par exemple, on va trouver des gens qui sont très forts dans la partie purement technique, développement, conception du produit, etc. Mais on va aussi trouver des gens qui sont très forts sur les aspects de finance. On va trouver des jeux qui sont très forts sur les aspects de commercialisation. Et on va trouver des gens, sachant que la partie purement technique, on va dire industrialisation, c'est déjà dans le cœur du savoir-faire des gens qui sont très forts en développement ou en code ou en ce qu'on veut, qui constituent le noyau dur de ces entreprises du point de vue ingénierie. Donc, ce qu'on trouve dans ces entreprises, c'est-à-dire des financiers et des vendeurs, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas du tout ou très très peu dans les startups industrielles. Or, si les startups industrielles avaient nativement des financiers dans leurs équipes, eh ben, eux sauraient mieux appréhender ce que c'est que l'aide publique et comment est-ce qu'on fait pour la trouver. Si elles avaient nativement des vendeurs dans leurs équipes, eux seraient mieux appréhendés et peut-être même influeraient dans la conception du produit pour être certains que le produit touche ses clients ou touche son public. Pas plus tard que cet après-midi, j'avais un échange avec une collectivité du côté de Saint-Nazaire qui expliquait qu'elle se retrouve, par exemple, avec un donneur d'ordre, un grand donneur d'ordre, pardon, qui est Airbus, et en face qui essaye de contractualiser avec des startups industrielles, mais qui, pour des raisons purement techniques, est dans l'incapacité de le faire parce que l'entreprise ne lui présente pas les garanties de survie à long terme lui permettent à lui, en tant que grand groupe, de s'engager avec une entreprise où il va se retrouver finalement à être le seul client, par exemple. Hein, donc l'innovation, elle est géniale, mais moi, si je suis un grand groupe et que je suis ton seul client, je ne peux pas te l'acheter parce que je crée une dépendance économique qui fait que bah, demain, autant que je t'embauche, parce que en vrai, toutes les fiches de paye de l'entreprise, c'est moi qui les fais. Donc cette dépendance économique, elle est évidemment pas acceptable pour les grands groupes. Et c'est à l'entreprise, c'est à la start-up comment dire, d'éviter de se retrouver dans cette position-là en ayant intégré dès le départ la recherche de, 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 de débouchés pour son produit euh, au- dans différentes industries, peut-être dans l'aéronautique, mais il y a peut-être d'autres secteurs, le ferroviaire, le transport, il y a peut-être d'autres secteurs industriels, mais comment peut-elle le savoir si pendant les 5, 6 ou 7 ans ou 10 ans qu'elle a passé à concevoir son produit, elle n'a pas consacré une seule minute à s'occuper du marché pour la simple et bonne raison qu'elle avait déjà en ligne de mire un client qui est Airbus. Voilà. Et c'est comme ça que des aventures s'arrêtent, alors que le produit est génial, le produit est fantastique, mais au bout de 10 ans, il a consommé 5, 10, 15 millions d'euros, il est à bout de souffle, et au moment où il lui faudra à nouveau 5 ans pour concevoir son accès au marché, eh ben, c'est trop tard. Donc, il y a un vrai effort du côté des entreprises industrielles aussi, des entreprises innovantes industrielles pour passer à un stade de maturité. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je pense qu'il nous reste une dernière question de notre spectateur, nos spectateurs.
Je vais la lire à voix haute. Et si on se projette sur le long terme, à l'horizon 2030, quels seraient les indicateurs de réussite du plan et comment assurer un suivi efficace pour garantir sa mise en œuvre? Pour bien clôturer un peu ce webinaire, est-ce que... Je vais répondre rapidement. Merci. En fait, dans l'organisation, la gouvernance pléthorique que je mentionnais tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais parlé du comité de surveillance des investissements d'avenir, donc présidé par Eric Labaye. En fait, il mène en ce moment même ce qu'on appelle une évaluation in itinéré, donc en cours, du plan et justement sa mission, c'était d'identifier les indicateurs pour évaluer ce plan. Donc là, ils sont en train de faire ce travail. Et ils mènent des auditions pendant plusieurs mois. Et normalement, à la fin de l'année, la fin 2025, enfin, de second semestre 2025, on est censé avoir un rapport d'évaluation itinérée. L'évaluation est faite non pas que sur les aspects financiers, mais aussi extra-financiers. Alors, je crois qu'on a peut-être balayé un petit peu toutes les questions. Je regarde Oui, également de mon côté, mais je pense que vous y avez complètement répondu. Sinon, pour les quelques minutes où on va conclure, n'hésitez pas à nous préciser s'il y en avait une qui restait encore sans réponse. Alors, en tout cas, nous, on vous remercie, hein. En plus, ça a été voilà, très, très comment dire, dans les échanges. Donc, c'est parfait dans l'interactivité. Voilà, c'était le mot qui me manquait. Donc, dialogue. voilà, on vous remercie, Jean-Philippe et Alphadio, là, pour vos interventions, vos éclairages précieux, parce que du coup, comme on l'a eu dans les questions et le chat, on a pu comprendre un petit peu mieux ces articulations de ce dispositif, son origine et comment effectivement il est fléché vers les entreprises. Et on a bien compris aussi qu'il fallait veiller à respecter une certaine équité aussi, hein, dans l'allocation de ces fonds pour que autant les grands groupes que les plus petites d'entre elles, donc les startups, puissent aussi pouvoir bénéficier de ces fonds. Donc là, il y a peut-être, et on l'a vu à travers vos échanges, peut-être une réflexion encore à conduire, à mener pour peut-être que dans ces guichets qui sont mis en place, eh bien, il y ait des fléchages peut-être plus simples aussi qui soient ouverts pour les startups. Voilà, en tout cas, on a compris que le plan France 2030 était quand même bien parti, hein. Jean-Philippe, tu nous as donné des chiffres quand même positifs sur les premiers indicateurs de réussite. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et en tout cas, c'est quand même un enjeu clé, hein, puisque voilà, la situation est quand même actuellement un petit peu compliquée. Et c'est vrai que pour développer autant l'innovation que la réindustrialisation, eh bien, ce type de plan, c'est quand même un enjeu clé pour pouvoir avancer correctement. Alors, avant de conclure ce live, je voulais également inviter chacun d'entre vous, avant de le conclure et de le terminer, à répondre à un tout petit questionnaire en quittant ce live pour qu'on ait quelques éléments d'information et pour nous améliorer aussi pour les prochains. Et vous inviter aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. On a un groupe que vous pouvez rejoindre qui s'appelle le groupe Osons l'industrie du futur sur LinkedIn qui vous permet très simplement de pouvoir connaître les prochaines thématiques et les prochaines dates. Et à ce sujet, je voulais aussi vous donner rendez-vous le 27 février prochain à 18h30, toujours sur Zoom, puisque à ce moment-là, on abordera un autre sujet qui est celui de l'énergie du futur avec le potentiel et les promesses des SMR et des AMR dans le secteur du nucléaire que sûrement Emma connaît très bien. Et ces SMR et ces AMR, en quelques mots, ce sont des petits réacteurs modulaires qui, en fait, vont offrir une production d'énergie qui est plus flexible, plus sûre et peut-être aussi plus adaptée aux besoins décentralisés et aux besoins industriels. En tout cas, on verra ça plus dans le détail le 27 février prochain. Je vous mets le lien dans le chat si vous souhaitez d'ores et déjà vous inscrire. Il est ouvert, hein, donc il n'y a aucun souci.
Et dernière information, eh bien, ce live eh bien, sera en replay, disponible dès demain. Donc, pour le retrouver, n'hésitez surtout pas à aller sur le site, en tout cas sur la chaîne YouTube de l'IMT. Vous y retrouverez ce live comme tous les lives qui ont été réalisés depuis ces 3 ans. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée, une bonne fin de semaine et vive l'industrie, évidemment. Merci à tous. Bonne Merci soirée. à vous. Au Merci. revoir. Bonne soirée. Merci, Martine. Au Bonne revoir. soirée.